Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La salle à manger privée du Delacroix, un restaurant haut de gamme sur le toit de Manhattan, brillait de mille feux, à la lueur des bougies dorées, sur fond de douce musique de piano. C'était leur 7e anniversaire de mariage, mais Ruth Donald se sentait comme la 5e roue du carrosse à sa propre célébration. De l'autre côté de la table, Richard Edwards, son mari, était rivé à son téléphone, laissant échapper de temps à autre un rire destiné à quelqu'un d'autre. La table était parfaitement dressée, le menu personnalisé de leurs initiales et le vin frais, comme un millésime, mais rien de tout cela ne laissait présager une fête. La douce robe bleu marine de Ruth lui collait aux cheveux comme un regret, et le médaillon en argent qu'elle portait au cou, un vieux cadeau de Richard, lui parut soudain lourd. Elle sourit faiblement, essayant d'engager la conversation au sujet de ses élèves et du club de littérature qu'elle animait à l'école. Mais Richard leva à peine les yeux, marmonnant quelque chose à propos d'une conférence téléphonique, avant de rire de nouveau lorsqu'un message retentit. Lorsque le serveur apporta le plat principal, Richard prit l'appel, s'excusa nonchalamment et s'écarta pour répondre. Ruth sirota son vin, la gorge serrée. Elle n'avait pas besoin de demander qui était au bout du fil, elle le savait déjà. Caroline Bennett, sa conseillère en affaires générales. Ruth l'avait vue un jour à un gala, accrochée au bras de Richard comme à un sac à main de créateur, lui murmurant des choses trop près de l'oreille. Il avait alors balayé ses inquiétudes, prétextant qu'elle réfléchissait trop et que Caroline se contentait de l'aider à présenter ses projets aux investisseurs. Mais Ruth savait désormais qu'il n'y avait rien de tel. Sa façon de sourire à son téléphone, la façon dont son attention n'était plus la sienne, la façon dont cette nuit, la nuit même, s'était transformée en une nouvelle réunion d'affaires avec une femme qui n'était pas sa femme. À son retour, Richard eut le culot de lui dire que Caroline pourrait passer. Juste pour boire un verre, ajouta-t-il en agitant la main comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, Caroline arriva dans une élégante robe noire qui scintillait comme de l'huile sous les lumières du restaurant. Elle embrassa Richard sur la joue, trop près de ses lèvres, et se glissa à côté de lui sans même jeter un regard à Ruth. Ils échangèrent des blagues, trinquèrent à un accord dont Ruth n'avait jamais entendu parler, et l'ignorèrent comme si elle était une serveuse. Ruth resta assise, immobile, les mains tremblant légèrement sous la table tandis que son repas refroidissait. Son mari se pencha vers une autre femme pour l'anniversaire de leurs vœux. Une promesse autrefois murmurée sous les lumières de la chapelle n'était plus qu'un écho s'estompant dans une pièce peuplée de surfaces polies et de cœurs vides. Lorsque Caroline posa sa main sur le genou de Richard et qu'il ne broncha pas, Ruth comprit la vérité. L'homme assis en face d'elle n'était plus à elle, et ce depuis longtemps. C'était un jeudi matin, inhabituellement calme dans le Penthouse des Edwards. Le genre de silence qui n'est pas la paix, mais un avertissement. Ruth se leva du lit, s'attendant à trouver Richard déjà parti pour l'un de ses rendez-vous financiers matinaux, mais l'absence de son eau de Cologne habituelle et du sac de sport près de la porte la fit hésiter. Elle traversa le sol en marbre à pas feutrés, toujours en robe de chambre, et s'arrêta net devant la table à manger. Une enveloppe en papier craft était posée sur son set de table préféré, celui brodé de violettes. Son nom était imprimé sur le devant, en caractères gras et officiels. À l'intérieur, des papiers impeccables attendaient avec une cruelle irrévocabilité, une demande de divorce déjà signée. Il n'y avait aucune note. Pas de conversation. Pas de dispute. Juste la fin d'un mariage, présenté comme un document fiscal. Tandis qu'elle parcourait le jargon juridique, une ligne en bas de la page lui coupa le souffle, vidait les lieux dans les 24 heures. À midi, les femmes de ménage avaient reçu l'ordre de ne pas répondre à ses appels. La porte de la chambre principale avait été verrouillée à distance, sa carte magnétique ne fonctionnait plus. Lorsqu'elle essaya d'appeler Richard, son numéro tomba directement sur la messagerie. Ce n'est qu'en entendant le rire d'une femme résonner dans le hall de l'ascenseur qu'elle comprit. Elle ouvrit la porte de l'appartement juste assez pour voir Caroline Bennett sortir de l'ascenseur privé, traînant derrière elle une valise Louis Vuitton et faisant tournoyer une carte d'accès dorée entre ses doigts. Ses talons claquèrent d'un air suffisant,
sans même jeter un coup d'œil à Ruth. 2 agents de sécurité la suivirent. L'un d'eux lança un regard compatissant à Ruth, puis s'éclaircit la gorge et dit doucement, « Madame Donald, nous avons reçu l'ordre de vous aider à sortir. Vous avez jusqu'à demain matin. » Ruth ne pleura pas. Pas au début. Elle resta là, plantée là, son monde se désagrégeant autour d'elle, pièce par pièce. Elle regarda Caroline entrer dans le Pantouse comme si elle en était la propriétaire, chaussée des pantoufles de Ruth. Elle rangea ce qu'elle put dans 2 valises, scrutant chaque robe, chaque chaussure, chaque photo, se demandant combien avait déjà été oublié par celui qu'il avait autrefois considéré comme l'amour de sa vie. Elle laissa derrière elle le piano qu'elles avaient choisi ensemble, la photo de mariage encadrée dans le couloir, les bougies à la lavande qu'elle allumait les soirs en tête-à-tête. À la tombée de la nuit, elle s'assit sur un banc devant l'immeuble, le portier refusant de la laisser rentrer. Son téléphone vibra, un dernier message froid de Richard, « Il était temps. C'est Caroline qui m'est nécessaire à mes côtés maintenant. Ne rendez pas les choses plus difficiles. » Cette nuit-là, Ruth dormit dans un motel à 2 rues de là, les yeux rivés sur un plafond fissuré, essayant de comprendre comment l'amour pouvait disparaître sans prévenir et comment elle survivrait à la suite. La pluie tombait à torrents, trempant le manteau de Ruth alors qu'elle était assise sur la banquette arrière d'un bus presque vide. Sa valise reposait à ses pieds, sa fermeture éclair tenant à peine, et son parapluie s'était effondré quelques heures plus tôt sous la force du vent. Dehors, la ville se brouillait derrière des vitres striées, sans visage et froide. Elle n'avait ni destination, ni plan. Elle était montée dans le bus juste pour bouger, pour échapper à la chambre de motel aux lumières vacillantes et à l'évier taché de rouille. Tout dans sa vie lui avait été arraché en quelques jours, son mariage, sa maison, sa dignité. Elle était désormais à la dérive dans une ville trop vaste pour s'en soucier, portée par un véhicule qui ne posait pas de questions. Son alliance était toujours accrochée à son doigt, bien qu'elle l'ait retournée pour cacher le diamant. Elle n'avait pas mangé depuis la veille au matin, et une douleur lancinante lui brûlait l'estomac. Alors que le bus s'arrêtait à son arrêt suivant, les portes s'ouvrirent en sifflant et un homme entra, grand, au teint mat, aux cheveux noirs ébouriffés par le vent, un sac marin en bandoulière. Jonathan scruta les sièges presque vides et prit sans hésiter celui en face de Ruth. Il portait un caban bleu marine usé, humide aux épaules, et des bottes qui avaient fait des kilomètres. Il n'avait rien d'extraordinaire, son visage était bienveillant, son regard attentif, son attitude calme sans être guindée. Il lui adressa un petit signe de tête polie et regarda devant lui, sans chercher à l'interroger. Mais après quelques pâtés de maison, lorsqu'il remarqua ses mains tremblantes et le sac à sandwich intact à ses côtés, il se pencha doucement. « Ça va » demanda-t-il d'une voix chaleureuse mais discrète. Ruth hésita avant d'acquiescer d'un signe de tête trop rapide pour être vrai. Le silence suivit. Puis, comme s'il savait ce que le silence coûte parfois, Jonathan sortit la thermos de son sac et la lui tendit. « Un chocolat chaud. » « Sans pression, » dit-il avec un sourire discret. « J'en ai fait plus. » Ruth cligna des yeux, surprise par ce simple geste. Ses doigts s'enroulèrent autour du métal chaud, et la chaleur à elle seule lui fit presque monter les larmes aux yeux. « Merci » murmura-t-elle, la voix brisée sous le poids de tout ce qu'elle n'avait pas dit depuis des jours. Ils chevauchèrent en silence pendant la demi-heure qui suivit, échangeant de brefs regards de temps à autre. Ruth ne lui dit rien, et il ne posa aucune question. Elle but lentement, savourant non seulement le chocolat, mais aussi l'instant où elle était vue, non pas comme quelqu'un à plaindre, à juger ou à remplacer, mais comme quelqu'un qui comptait encore. Lorsque le bus arriva au bout de son trajet, Jonathan se leva et se tourna vers elle. « Je vais au refuge de Saint-Marin. Il distribue des vêtements propres, de la soupe chaude, sans poser de questions, dit-il. Tu n'es pas obligé de venir. Je me suis dit que j'allais le mentionner. » Ruth le regarda, incertaine, mais quelque chose dans sa présence, ferme, inoffensive, réelle, la poussa à se relever. Elle le suivit dans la tempête, sa valise cliquetant derrière elle. Ce n'était pas encore de la confiance, ni de l'espoir. Mais c'était le début de quelque chose de mieux que l'invisibilité.
Le service de brioche à la cannelle et de haricots grillés accueillit Ruth lorsqu'elle poussa la porte vitrée embuée du Coraes Corner, un petit café caché entre une laverie et une librairie. L'endroit avait un parquet grinçant, des tables d'occasion et des murs décorés de cadres dépareillés ornés de citations à l'aquarelle. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaleureux. Le genre d'endroit qui se souvenait de votre nom dès la deuxième visite et vous offrait un muffin gratuit si vous aviez l'air d'en avoir besoin. Après 3 nuits au refuge Saint-Marin et 2 candidatures refusées, la gérante du café, une femme aux cheveux argentés nommée Cora Langlais, proposa à Ruth un poste d'essai lorsqu'un des baristas se déclara malade. Cora ne posa pas de questions, se contentant de proposer un tablier et un silence. « Tu peux commencer par remplir les tasses, ma chérie. » Ruth se laissa facilement entraîner, nettoyant les comptoirs, remplissant les pots de sucre, apprenant à utiliser la vieille machine à expresso. Pour la première fois depuis des semaines, ses mains étaient occupées avec détermination, et le bruit des conversations autour d'un café fit l'effet d'une bombe. Jonathan arriva à mi-temps de son service, un sourire en coin et une caisse de pain frais qu'il avait récupérée pour la collecte du café. Il y faisait du bénévolat 2 fois par semaine, aidant aux livraisons, faisant la vaisselle, réparant de temps en temps une chaise bancale. C'était le genre de personne qui semblait laisser une trace de chaleur partout où il allait, saluant les clients par leur nom, aidant un enfant avec sa paille à jus et complimentant le fedora démodé d'un homme âgé comme si c'était le summum de la mode. Lorsqu'il aperçut Ruth derrière le comptoir, son expression s'illumina. « Je ne m'attendais pas à te revoir », dit-il en la saluant brièvement du coin de la caisse à pain. Ruth lui rendit un petit sourire. « Je travaille ici maintenant, je crois. »« Alors, je vais commander encore beaucoup de café », répondit-il d'un ton désinvolte, même si son regard s'attardait avec une sincérité qui lui donna des vertiges. Les jours suivants, il revint souvent, non seulement pendant ses heures de bénévolat, mais aussi dans les moments de calme où le café ralentissait et où la conversation pouvait s'épanouir entre 2 tasses fumantes. Leur lien s'est renforcé, non pas par de grandes déclarations, mais par des silences partagés et des regards posés. Jonathan ne lui posait jamais de questions sur son passé, et Ruth ne fouillait pas dans le sien. Il parlait plutôt des livres qui s'alignaient sur le rayon libre-service du café, des chansons que Cora écoutait sur sa vieille radio et des rares clients qui laissaient des petits mots pliés dans des bocaux à pourboire. Il lui apprit à réparer le robinet qui fuyait près de l'évier et lui apporta une écharpe par un matin froid, prétextant qu'il en avait trop. Parfois, il restait tard pour l'aider à balayer ou la raccompagner à mi-chemin du refuge, le quittant toujours avec le sourire et sans attente. La douleur de la trahison de Richard ne disparut pas, mais elle s'adoucit. Dans un espace construit par des inconnus, Ruth trouvait des petits réconforts qui lui manquaient sans le savoir, une gentillesse sans réserve, une attention sans jugement, et une présence qui n'exigeait rien d'autre que sa compagnie. Les premières heures précédant le lever du soleil avaient toujours été les préférées de Jonathan Hale, quand la ville était encore béante, quand les lampadaires clignotaient sans témoin, et que le monde n'exigeait encore rien. C'était à ce moment-là qu'il se sentait le plus ancré, le plus concentré. Avant Ruth, avant le coin de Cora, avant les soupes populaires et les regards en coin, Jonathan s'était un jour tenu à la tribune dans une salle universitaire bondée, exhortant les étudiants à croire qu'une bonne gouvernance pouvait encore naître de l'honnêteté. Mais il avait aussi vu les rouages cachés, vu comment les noms pouvaient changer les cœurs et comment les héritages pouvaient anéantir le potentiel. C'est pourquoi, lorsque son équipe de campagne a déposé son dossier de candidature, il leur a demandé d'indiquer ses 2e prénoms et son nom maternel, Lucas Jonathan Westwood. Pas de photo. Pas de discours. Pas de poignée de main pour les caméras. Juste des politiques, des idées et une plateforme fondée sur la réforme. L'objectif n'a jamais été la célébrité. C'était l'impact, anonyme et intègre. Peu de gens faisaient le lien entre le candidat politique en pleine ascension dans les sondages du parti indépendant et l'homme qui récurait les plateaux de cuisine dans les refuges et réparait les tables bancales dans les cafés. Jonathan souhaitait qu'il en soit ainsi. Il déclinait toute apparition télévisée, ne s'exprimait que par le biais d'éditoriaux et de réunions publiques virtuelles, et faisait confiance à son ami d'enfance Benjamin Carter, aujourd'hui responsable de la stratégie et de la sécurité de la campagne, pour gérer le bruit.
Le succès de sa campagne a déconcerté les analystes, un candidat anonyme défendant des idées concrètes, gagnant des voix chaque semaine, gagnant du terrain grâce aux rumeurs et aux forums. Le public l'appelait le candidat fantôme. Les rumeurs allaient bon train, un sénateur à la retraite? Un milliardaire déguisé. Personne n'imaginait qu'il pouvait s'agir du même homme qui débarrassait les tables, raccompagnait Ruth chez elle et lui empruntait ses manteaux. Jonathan n'en parla jamais à Ruth, non par secret, mais par souci de préservation. Sa confiance en lui reposait sur ce qu'il était avec elle, et non sur ce qu'il pourrait devenir. Leur amitié s'épanouit sans politique. Au café, il n'était que Jonathan, l'homme qui avait un jour réparé un moulin à café cassé avec un trombone et lui avait offert son dernier petit pain à la cannelle lors de sa pire journée. Il la regardait guérir comme une fleur à la fin du printemps, silencieuse, déterminée et belle. Mais il y avait des moments, comme lorsqu'elle regardait le journal du matin en fronçant les sourcils ou lui demandait ce qu'il pensait de ce type de Westwood, où le silence de Jonathan lui faisait mal. Il ne la corrigea pas. Il sourit simplement et dit, on dirait qu'il essaie. La frontière entre sa vie et celle qu'il construisait s'estompait de jour en jour, mais Jonathan ne broncha pas. Il avait appris depuis longtemps que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la visibilité, mais dans le choix du moment pour se faire connaître. La salle de bal scintillait sous un dé de lustre en cristal, chacun projetant une lumière fragmentée sur les rideaux de velours, les sols en marbre poli et les invités vêtus de robes et de smoking plus chers que le salaire annuel de Ruth, enseignante. C'était le gala annuel de Mercian, un prestigieux événement caritatif plus connu pour ses photos que pour sa philanthropie, et Ruth n'avait été autorisée à franchir que l'entrée de service. Elle portait un uniforme noir de traiteur qui ne cachait guère la boule au ventre. Plateau à la main, elle se déplaçait entre les tables avec une aisance experte, offrant des hors-d'œuvre à ceux qui la regardaient à peine. Et puis elle le vit. Richard se tenait sous une grande arche près de la scène, vêtu d'un smoking bleu nuit sur mesure, son sourire rayonnant d'une assurance calculée. À ses côtés, Caroline Bennett lui tenait le bras avec l'intimité de quelqu'un qui savait qu'elle en avait un. Sa robe à paillettes épousait ses formes, et son rire, aigu et théâtral, résonnait même au-dessus de la musique. Ils étaient rayonnants ensemble, du moins c'est ce qu'il semblait. Ruth se figea, regardant Richard présenter Caroline à un membre du conseil d'administration après l'autre, exagérant son rôle dans la récente croissance de son entreprise. C'est elle qui a créé notre nouvelle image, se vanta-t-il en levant son verre pour trinquer à son talent. Caroline savoura le spectacle, lui murmurant à l'oreille comme si elle partageait une blague privée. Chaque instant ressemblait à un spectacle soigneusement mis en scène, et Ruth, autrefois la femme sous les projecteurs, n'était plus qu'une ombre au milieu du public. Essayant de reprendre son souffle, Ruth se détourna, se concentrant sur la tâche à accomplir. Elle se dirigea vers le stand des desserts, déposant les plateaux d'une main tremblante, mais l'agitation de la salle refusait de la laisser s'effacer. Elle entendit un invité dire « Vous savez que Richard a enfin été promu ?» Sa vieille femme était si quelconque. Un autre ricana, Caroline correspond tellement mieux à l'image du milliardaire. Ruth resserra son étreinte sur le bord de la table. Non pas qu'il s'agisse de deux inconnus qui bavardaient, mais parce qu'elle avait cru autrefois que le silence et le soutien la protégeraient de cette situation. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Richard et, l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Il ne s'y a pas. Elle ne broncha pas. C'était comme s'il la regardait à travers elle, comme si elle n'avait jamais existé. Avant qu'elle puisse se ressaisir, Caroline se pencha et embrassa Richard sur les lèvres, car la caméra les entoure maintenant. Les flashs éclairèrent la pièce d'une joie artificielle. Ruth recula et heurta un autre serveur. Des excuses furent échangées, mais ses mains ne cessaient de trembler. Elle s'excusa et se dirigea vers le couloir du personnel, s'appuyant contre le mur de béton froid, essayant de ne pas s'effondrer. La salle de bal était peut-être baignée de lumière, mais pour Ruth, c'était l'endroit le plus sombre où elle s'était trouvée depuis des années. L'homme qui avait jadis promis de protéger sa fierté l'avait troquée contre des relations publiques, et tandis qu'elle se redressait et retournait vers la foule, elle se dit qu'un jour, il la reverrait, mais pas comme ça.
Le froid du début du printemps s'insinuait dans le manteau de Ruth, debout sous la lumière vacillante du porche d'un étroit bâtiment en briques, niché entre un garage et une laverie automatique aux volets fermés. Son service au café s'était terminé tard, et elle comptait retourner au refuge lorsque Jonathan apparut dehors, les mains dans les poches de son manteau, le regard empreint d'une urgence discrète. « Viens avec moi », lui avait-il dit doucement. « Juste croyez-moi. » Ruth ne posait pas de questions. Son corps la faisait souffrir, ses chaussures étaient trempées par la pluie, et sa dignité s'était émoussée à force de servir du champagne à ceux qui lui souriaient autrefois lors de galas de charité. Elle le suivit donc, pas à pas, à travers les rues silencieuses jusqu'à ce seuil usé par les intempéries. L'appartement n'était pas grand-chose, une seule chambre, un carrelage de cuisine fissuré, un radiateur rouillé qui ronronnait à des heures indues, mais pour Ruth, c'était un château. Jonathan la conduisit dans l'étroit escalier, dont le vieil escalier craquait sous leurs pieds, et utilisa une petite clé en laiton pour déverrouiller la porte. À l'intérieur, l'appartement sentait vaguement la lavande et les vieux livres. Une couverture pliée reposait sur le canapé, et une modeste bibliothèque était adossée au mur, ses volumes usés et soigneusement rangés. Il n'y avait ni luxe, ni faste, ni prétention, juste la paix. « C'était la maison de ma sœur », dit simplement Jonathan. « Elle a déménagé dans le nord de l'État, et elle est restée vide. J'ai pensé que tu aimerais peut-être quelque chose qui t'appartient. » Pas de loyer, pas de question. Ruth se tourna lentement vers lui, stupéfaite par son geste. « Jonathan. Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle. Il haussa légèrement les épaules, puis sourit. « Parce que tu mérites d'avoir une porte à fermer. Et quelqu'un qui respecte ce qui se cache derrière. » Malgré la boule dans sa gorge, Ruth hocha la tête et entra, sa valise traînant doucement sur le parquet usé. Elle ne savait pas quoi dire, comment remercier quelqu'un qui s'était montré plus présent pour elle que quiconque depuis des années. Mais elle remarqua quelque chose. Le regard de Jonathan ne s'attarda pas trop longtemps. Il ne proposa pas de rester. Il n'essaya pas de se faire passer pour un sauveur dans son histoire. Au lieu de cela, il alla à la fenêtre, regarda la rue en contrebas et dit « J'apporterai des courses demain matin. » Le réfrigérateur ronronne, mais il fonctionne. Quand elle lui demanda comment il pouvait se permettre ça, comment il semblait se déplacer en ville comme s'il ne vivait pas au jour le jour, il répondit d'un ton doux « Je vis simplement. » C'est suffisant. Et sur ce, il la laissa tranquille, la clé dans sa main. Ruth fixa longuement la porte verrouillée après qu'elle se fût refermée avec un bruit sec, le cœur empli d'une gratitude qu'elle ne savait pas encore exprimer, pour le toit, pour la gentillesse et pour cet homme qui continuait à offrir des morceaux de lui-même sans rien demander en retour. Le soleil de midi tapait sur le trottoir animé de la 5e rue et d'Eldridge, où Ruth sortait d'une petite épicerie, un sac en papier Kraft rempli de riz, de soupe en conserve et de quelques articles de toilette à prix réduit. Elle venait de terminer son service au Coraes Café et décida d'aller faire quelques courses avant de rentrer à l'appartement. Elle marchait tranquillement, l'esprit rempli de pensées simples, comme si le radiateur avait enfin arrêté de fuir ou si elle pouvait préparer un ragoût de lentilles avec le peu qu'elle avait. Elle n'entendit pas la voiture noire élégante s'arrêter derrière elle ni le claquement pointu de talons aiguilles sur le béton jusqu'à ce qu'une voix fende l'air comme du verre brisé. « Tiens, tiens. Si ce n'est pas l'ex-femme du siècle » Ruth se figea. Le sac en papier se resserra dans sa main. Elle se retourna lentement et vit Caroline Bennett, impeccable dans son trench coat beige, ses lunettes de soleil surdimensionnées remontées sur la tête, les lèvres esquissées en un sourire cruel. Son chauffeur se tenait sur le trottoir derrière elle, téléphone à la main, l'observant avec une indifférence discrète. « Je ne t'ai pas reconnu au premier abord », ricana Caroline, son regard scrutant le cardigan d'occasion de Ruth, les bottes éraflées, le visage fatigué. « J'ai failli te prendre pour quelqu'un qui ramassait des déchets recyclables. » Ruth ne dit rien. Elle garda sa voix étranglée et se retourna pour s'éloigner, mais Caroline la devança. « Tu portes toujours ce médaillon pathétique ? Tu aurais dû le mettre en gage. Tu as clairement besoin d'argent. » Son rire retentit, strident et victorieux. « Comment va la vie de personne, Ruth ?
Tu travailles encore avec des muffins et de l'eau de serpillière? À quelques mètres de là, Jonathan quittait la librairie d'en face, un sac de romans d'occasion en bandoulière. Il remarqua la confrontation au moment même où Ruth essayait d'éviter Caroline. Ses yeux se plissèrent, mais il ne se précipita pas. Au lieu de cela, il s'arrêta près du chariot d'un vendeur de hot-dog, observant silencieusement, écoutant. Il vit le tremblement dans les mains de Ruth, la façon dont sa posture se raidissait, non pas par peur, mais par tenue. Caroline ne l'avait pas encore vu, trop concentrée sur sa performance. Tu aurais vraiment dû supplier Richard plus fort, continua-t-elle en inclinant la tête. Tu es devenu un individu plus important, et tu es devenu un vulgaire misérable. C'est alors que Jonathan s'avança, non pas avec fureur, mais avec un calme désinvolte. Tu bloques le trottoir, dit-il froidement, debout à côté de Ruth sans la toucher. Caroline cligna des yeux, l'évaluant comme quelqu'un qui évalue des meubles bon marché. « Et tu es en train de le repousser ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un qui sait qu'elle vaut plus que tu ne le comprendras jamais », répondit-il d'une voix basse et ferme. Il se tourna vers Ruth. « Prête ?» Ruth hocha la tête. Ils s'éloignèrent ensemble, laissant Caroline sans voix, la bouche ouverte. Jonathan ne se retourna pas. Il ne lui offrit ni réconfort ni pitié, il marcha simplement à ses côtés, d'un pas assuré et silencieux. Arrivé au bout du pâté de maison, Ruth expira enfin. Ses mains tremblaient encore, mais sa fierté était intacte. Jonathan lui jeta un regard en coin et, sans broncher, dit « La prochaine fois, j'apporterai le pop-corn. » Et pour la première fois ce jour-là, elle rit. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que quelqu'un s'était tenu à ses côtés lorsqu'elle avait tenté de revenir. Le rythme cardiaque de la ville avait changé. Jonathan le ressentait dans la façon dont les gens se rassemblaient autour des journaux dans les cafés, dans la passion croissante des animateurs radio matinaux et dans la forte augmentation des publicités politiques qui inondaient même les recoins les plus obscurs d'Internet. Lucas Jonathan Westwood était passé du statut de fantôme politique à celui de prétendant national en pleine ascension. Son nom résonnait désormais dans les interviews télévisées, les articles de presse et les hashtags tendances. Ce qui avait commencé comme une campagne discrète et politique était devenu une véritable tempête. Mais alors que le monde cherchait l'homme derrière ce mouvement, Jonathan continuait à marcher jusqu'au Coraes Corner, les manches retroussées et son badge portant toujours l'inscription « Jonathan H ». Chaque jour, Ruth servait du café et des bagels aux clients qui spéculaient sur le candidat mystère. « J'aime bien ce type de Westwood », a dit un client. « C'est le seul qui ne semble pas faux. » Un autre hocha la tête, ajoutant qu'il bousculait les choses, enfin quelqu'un qui n'était ni acheté ni vendu. Ruth souriait, hochait la tête et écoutait, ignorant que l'homme qu'elles encensaient était souvent au fond, en train d'essuyer les étagères ou de réparer la caisse enregistreuse bloquée. Jonathan gardait son identité encore plus secrète, non par honte, mais parce que l'enjeu était plus grand. S'il perdait, il voulait qu'elle le connaisse pour ce qu'il était vraiment, et non pour celui que le pays avait fait de lui. S'il gagnait, eh bien, c'était une décision qu'il n'était pas prêt à prendre. En coulisses, la tension montait. Son directeur de campagne, Benjamin Carter, avait averti que rester anonyme plus longtemps serait politiquement risqué. Les gens veulent un visage, John, avait-il déclaré un soir dans une ruelle tranquille derrière le café. Ils veulent quelqu'un à qui serrer la main, quelqu'un qui sourit à l'objectif et salue comme un bonhomme de neige. Se cacher ne fait qu'alimenter les spéculations. Mais Jonathan a tenu bon. Dès que je me manifesterai, répondit-il, ils regarderont mon visage plutôt que mes valeurs. J'ai besoin de quelques semaines supplémentaires. Entre-temps, Ruth remarqua de subtils changements chez lui. Il était plus distrait, consultant plus souvent ses messages quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Un jour, elle aperçut dans son sac une pile de chemises en papier craft scellées, marquées d'un insigne fédéral, mais lorsqu'elle lui demanda, il répondit simplement « J'ai d'un ami pour une affaire juridique ». Elle n'insista pas. Elle lui faisait confiance. Cette confiance, cependant, planait discrètement entre eux, grandissant, sans être mise à l'épreuve,
inconsciente de la tempête de feu qui se préparait juste derrière sa vue. La friperie de Sherry Lane était silencieuse cet après-midi-là, d'un calme que seule la poussière et un doux jazz pouvaient combler. Ruth s'agenouilla devant une étagère de livres d'occasion, effleurant les reliures craquelées de ses doigts, cherchant un objet réconfortant à emporter chez elle, un roman, un recueil de poésie, tout ce qui ne lui rappelait pas le marbre et le silence onéreux. À côté d'elle se tenait Jonathan, tenant un pull en maille vert olive hideux et pourtant charmant. « Si je porte ça, plaisanta-t-il, crois-tu que la foule du café finira par me respecter ?» Ruth rit doucement, de ce rire qui semblait rassurant. Elle prit un exemplaire usé de Jane Eyre et le brandit d'un air approbateur. Seulement si on l'associe à ce pantalon en velours côtelé qu'on prétend ne pas aimer. Elles avançaient dans les allées comme deux personnes construisant un monde privé, sourires discrets, regards échangés, taquineries légères. Ruth tendit la main vers une tasse en céramique au bord ébréché, admirant l'inscription « Force comme silence » peinte sur le côté, lorsque des pas bruyants rompirent le silence. Une voix familière et arrogante résonna près du comptoir de la caisse. De tous les endroits où l'on pouvait tomber sur ma caisse de charité. Le corps de Richard Edwards Ruth se tendit. Elle se retourna lentement et le vit debout à l'entrée du magasin, vêtu d'un manteau de créateur, ses élégantes lunettes de soleil remontées dans ses cheveux coiffés, une expression suffisante. Caroline n'était pas avec lui cette fois, juste deux vendeuses attardées à la porte avec des sacs de courses d'une galerie d'art voisine. « Eh bien, dit Richard en s'avançant vers eux avec une surprise théâtrale. Son regard parcourut les vêtements de Ruth, puis se posa sur Jonathan. « Je ne pensais pas que tu tomberais si bas, Ruth. Tu cherches des bonnes affaires avec ton nouvel ami ?» Sa façon de le dire donnait un ton grossier. Ruth serra les lèvres. Elle ne répondit pas. Jonathan s'approcha, posant une main apaisante sur le bord de la bibliothèque, sans la toucher, mais suffisamment près pour montrer sa présence. Richard ricana. « Sait-il que tu portais du Chanel et que tu mangeais du risotto aux truffes importées ? Ou n'a-t-elle pas évoqué ses heures de gloire ?» Il se tourna vers Jonathan avec un sourire moqueur. « Laisse-moi deviner. Tu es artiste ? Poète ? Non, attends, barista ?» Jonathan le regarda dans les yeux, complètement immobile. « Quelqu'un qui sait ce qu'est la vraie valeur, » répondit-il calmement. Le sourire de Richard s'étira. « Quelle noblesse ! Amusez-vous bien à jouer à la maison, tous les deux. Ruth, quand tu en auras assez de faire la vaisselle, n'oublie pas qui t'a appris à utiliser les couverts. » Sur ce, il se retourna et sortit tranquillement, accompagné de son aide, sans se retourner. Ruth resta immobile jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Son cœur battait fort dans sa poitrine, non pas de peur, mais de fureur. Jonathan se tourna vers elle et ne dit rien. Il n'avait pas à le faire. Son silence lui offrait un refuge. Elle expira lentement et baissa les yeux sur la tasse qu'elle tenait à la main. Elle la porta à la lumière, puis se dirigea vers le comptoir. « Je prends ça, » dit-elle au caissier. Sa voix était immobile. Le matin était calme, enveloppé d'un léger brouillard qui s'accumulait sur les collines aux portes de la ville. Une chapelle pittoresque se dressait nichée entre des bosquets de pins et de bouleaux, sa charpente de bois blanc patinée par le temps, son charme préservé de toute grandeur. Pas de banc de velours, pas d'orchestre, pas de cortège d'invités. Seulement 4 personnes. Ruth se tenait dans la cabine d'essayage, boutonnant le dernier fermoir de sa simple robe ivoire, sans traîne ni dentelle, juste un tissu doux qui lui tombait jusqu'aux chevilles et se balançait doucement à ses mouvements. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, quelques boucles encadrant son visage. Elle ne portait pas de voile. Elle ne voulait pas se cacher. Le miroir lui reflétait quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, non pas à cause de la robe, mais à cause de la pièce. Après des années passées invisibles, mal aimée et rejetée, elle était là, au bord d'un nouveau départ avec un homme qui ne lui avait jamais demandé de changer. Jonathan attendait sous l'arche de bois de l'hôtel de la Chapelle, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure. Il baissa les yeux sur ses mains, puis sur les 2 personnes à ses côtés, Benjamin Carter, toujours aussi fidèle,
et Patricia Hill, sa sœur aînée, est la seule de la famille à comprendre le véritable sens de cette journée. Patricia sourit chaleureusement à Ruth tandis qu'elle descendait l'allée seule, sans musique, juste le craquement du parquet et le doux bruit du vent qui frôlait les fenêtres ouvertes de la chapelle. Il n'y avait pas de caméra. Pas de gros titres. Pas de bouquets jetés en l'air. Juste des mots sincères, des regards pieux et une dévotion silencieuse, et des vœux qui avaient du poids. Jonathan ne se contenta pas de promettre de l'aimer, il promit de ne plus jamais se laisser engloutir par le monde. Ruth, les larmes aux yeux, jura non seulement de rester à ses côtés, mais de croire enfin qu'elle méritait d'être aimée pleinement. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, il n'y eut aucune acclamation. Juste un long moment de silence, plus sonore que des applaudissements. Jonathan l'embrassa tendrement, les mains de chaque côté de son visage, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le Penthouse, humiliée, Ruth eut l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que personne ne pourrait plus jamais lui reprendre. Ils partagèrent ensuite un déjeuner modeste sur la pelouse de la chapelle, sandwich maison, limonade dans des bocaux maçonnes et la tarte au citron de Patricia, qui était fendue au milieu. Personne n'y prêta attention. On riait, on se taquinait et on se racontait des histoires sous un ciel couvert. Alors que le brouillard se levait et que le soleil perçait, Ruth appuya sa tête sur l'épaule de Jonathan, son alliance fraîche contre sa paume. Aucun gros titre ne couvrirait ce moment, mais au fond d'elle, il était plus bruyant que tous les galas auxquels elle avait assisté. Il était un peu plus de 9 heures du matin lorsque Ruth sortit de l'appartement, son manteau amplement drapé sur ses épaules, ignorant qu'à midi, le monde entier connaîtrait son nom. Les rues bourdonnaient d'activité comme d'habitude, mais l'atmosphère était étrangement électrique, comme si l'air avait changé sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Au café, les clients étaient assis, penchés sur leur téléphone, les yeux écarquillés d'incrédulité, murmurant sur un ton où se mêlaient l'admiration et la spéculation. « Il a vraiment gagné », murmura quelqu'un. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons élu un fantôme. » Ruth se déplaçait entre les tables comme d'habitude, débarrassant les tasses et souriant aux habitués, ignorant que toutes les télévisions du pays diffusaient le même titre en lettres cinglantes et audacieuses. Lucas Jonathan Westwood élu président par une victoire écrasante historique. Dans la ruelle derrière le café, Jonathan se tenait aux côtés de Benjamin Carter, qui ne portait plus son uniforme de concierge. Il parlait rapidement dans un élégant écouteur noir tout en scrutant le périmètre d'un regard protecteur. Patricia était arrivée 1 heure plus tôt dans un SUV noir, sa présence affichant une élégance inhabituelle. Jonathan prit une dernière inspiration avant de franchir l'entrée de service, se retrouvant face à une scène à laquelle Ruth n'avait pas préparé Ruth. Elle se retourna juste au moment où la porte s'ouvrait en grinçant. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, les épaules droites, le regard fixe, sa présence soudain trop imposante pour les murs étroits du café. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix basse mais ferme. Ruth cligna des yeux, perplexe. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Avant qu'il puisse répondre, la porte du café s'ouvrit brusquement et 2 hommes en costume, élégamment vêtus, entrèrent, scrutant la pièce et parlant dans des écouteurs. L'opération se déroula en quelques secondes. Ruth fut tirée doucement mais fermement à l'écart tandis qu'un mur de caméras de presse apparaissait depuis la rue. Les questions fusèrent comme des feux d'artifice. « Madame Westwood, quel effet cela fait-il d'être première dame? Connaissiez-vous son identité? Quel message avez-vous pour la nation, tous plus chaotiques les uns que les autres ?» Ruth regarda Jonathan, stupéfaite. Il s'approcha d'elle, posa une main calme dans son dos et soutint son regard avec un air d'excuse discret. « Je ne voulais pas que tu aimes un titre, dit-il. J'avais besoin que tu aimes cet homme. » Les genoux de Ruth faiblissaient. L'homme qu'elle avait épousé dans une minuscule chapelle, l'homme qui lui apportait du chocolat chaud lors d'un trajet en bus pluvieux, l'homme qui la raccompagnait du travail sans jamais demander à être vu, était désormais la figure la plus puissante du pays. Et elle avait été la dernière à le savoir. Tandis que les flashs éclairaient le ciel et que leurs assistants commençaient à les faire monter dans des véhicules blindés, le monde de Ruth s'est effondré. Mais au fond, elle s'accrochait à une vérité, il l'avait choisie avant la couronne.
L'invitation arriva dans une enveloppe si épaisse et gaufrée qu'elle se voulait presque autoproclamer. Le gala annuel de la Fédération, organisé au Crestwood Grand Hotel, était l'un des événements les plus exclusifs du pays, un événement où diplomates, PDG et élites historiques arboraient leurs robes et leur influence comme des trophées. Ruth contempla la calligraphie avec une incrédulité silencieuse. Son nom, écrit à l'encre dorée, était la première dame Ruth Westwood. Elle n'y était pas encore habituée. Malgré les essayages formels, les briefings quotidiens, les titres murmurés et les flashs des appareils photo, elle se réveillait encore parfois en s'attendant à sentir l'odeur des brioches à la cannelle du Cora Escafé. Mais ce n'était pas un rêve. Ce soir, elle entrerait dans une pièce qui lui avait autrefois tourné le dos, vêtue non pas d'une dignité d'emprunt, mais d'une puissance. Un styliste avait choisi une robe émeraude foncée au décolleté aussi modeste qu'imposant. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas. Des diamants ornaient ses oreilles, même si elle les remarquait à peine. Sa concentration était concentrée sur son objectif, marcher aux côtés de son mari, non pas comme son ombre, mais comme son égal. Les photographes prenaient des photos lorsque Ruth et Jonathan entrèrent, mains jointes. L'effervescence dans la salle changea comme une marée, les politiciens se redressèrent, les milliardaires ajustèrent leurs manchettes et les femmes de la haute société échangèrent des regards étonnés. La présidente mystère était enfin révélée, et personne ne s'attendait à elle. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, répondant aux salutations par des hochements de tête et de doux sourires. Mais le moment de la collision arriva plus tôt que prévu. Près de la fontaine à champagne se tenait Caroline Bennett, vêtue de soie cramoisie, la posture fière, le regard constamment à la recherche du prochain cercle de pouvoir où s'insérer. Elle rit avec un groupe d'investisseurs, inconsciente du bouleversement qui s'opérait dans la salle. Puis son regard croisa Ruth et se figea. Ses lèvres peintes s'entr'ouvrirent de confusion, puis s'amincirent d'incrédulité. Son regard passa de la robe de Ruth à Jonathan, en pleine conversation avec le secrétaire d'État, puis revint à Ruth. Elle se tourna vers l'un des invités et murmura quelque chose qui les fit tous deux jeter un coup d'œil dans la direction de Ruth. Mais Ruth ne broncha pas. Elle garda la tête haute, le dos droit, et dépassa Caroline sans même hocher la tête. Ce n'était pas de l'esquive. C'était du pouvoir. Pour la première fois, Caroline se retrouva invisible, non pas parce qu'on l'ignorait, mais parce qu'elle n'avait plus d'importance. Et cette vérité la frappa plus durement que n'importe quelle gifle. Ruth n'avait pas besoin de vengeance. Elle possédait quelque chose de plus fort, sa position, sa paix intérieure et la dignité inébranlable que confère le fait d'avoir été choisie non pour son statut, mais pour son âme. L'énergie du gala scintillait comme du cristal sous la lueur des lustres dorés. Les serveurs se déplaçaient avec une élégance maîtrisée, les plateaux chargés de coupes de champagne et de vin importés. Des rires résonnaient dans les coins, et les orchestres jouaient des notes subtiles qui enrichissaient l'atmosphère. Ruth et Jonathan se tenaient au centre de la salle, engagés dans une conversation décontractée avec la sénatrice et son époux. La robe émeraude de Ruth ruisselait comme une cascade, et Jonathan portait son smoking sur mesure avec une maîtrise discrète. Pas de couronne, pas de cortège, juste des cadeaux. Pour la plupart des personnes présentes, ils étaient désormais au centre de l'attention, mais un homme, au bord de la salle, n'avait pas reçu de mémo. Richard Edwards s'appuyait contre le bar, le regard vitreux et les mouvements relâchés. Il était arrivé sans y être invité, se faufilant parmi les anciens contacts de Caroline avant de se noyer dans un vieux merlot, perdant l'amertume de la pertinence. Il avait vu Ruth avant de voir les caméras. Son premier réflexe fut l'incrédulité, puis le déni, puis la rage. Son ex-femme, Ruth, se tenait dans la même pièce que les dirigeants mondiaux, riant, essoufflés, insensibles à sa chute. Caroline l'avait abandonné après son éviction par le conseil d'administration. Son nom avait disparu des magazines économiques et des comités d'investisseurs. Mais voir Ruth ainsi, élevée, sereine, rayonnante comme il n'avait jamais pu la supporter, mit le feu aux poudres de son orgueil. Serrant un verre de vin à moitié plein, il trébucha vers eux, le chemin sinueux. « Ruth » cria-t-il d'une voix rauque, traînant les syllabes. Les conversations s'atténuèrent.
Les têtes se tournèrent. Le dos de Ruth se raidit. Jonathan resta immobile, attentif. Richard les rejoignit, agitant son verre comme une arme déguisée en cristal. Je ne pensais pas que les reines des friperies se rendaient à des événements comme cela, se moqua Théil en titubant. Et toi, se tourna Théil vers Jonathan, les yeux plissés. Quoi, tu es son nouveau projet de sauvetage. On dirait que tu vis des soupes populaires et de la charité. La mâchoire de Jonathan se crispa, mais son expression resta inchangée. Ruth s'apprêtait à s'interposer entre eux, mais il était trop tard. D'un geste ivre, Richard pencha son verre en avant, et le vin rouge vola dans les airs comme une malédiction. Il éclaboussa la robe de Ruth et le revers de la veste de Jonathan, tachant la soie et le silence. Des halètements se firent entendre. Quelqu'un laissa tomber une flûte de champagne. Des flashs éclatèrent. Richard rit, content de lui. Voilà. Vous avez maintenant l'air d'être à la hauteur, tous les deux. Il se retourna, satisfait et triomphant. Mais personne ne rit. Pas même les donateurs un peu pompettes dans le coin. Car maintenant, tous les regards étaient braqués sur Jonathan, dont les agents de sécurité surgissaient discrètement des murs. L'un des ambassadeurs murmura, « C'est le président ». Le sourire de Richard s'éclaira. Lentement, il se tourna vers Jonathan, dont le calme était désormais glacial. Ruth restait immobile, la tête haute, du vin dégoulinant de sa manche. Et dans ce silence, Richard Edwards comprit, trop tard, que son arrogance venait de déclarer la guerre à la mauvaise personne. À l'aube, le monde entier l'avait vu. Le clip, d'un accent grave peine 30 secondes, s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux d'information, les plateformes de médias sociaux et les gros titres internationaux. Brut, non édité, il était impossible de l'ignorer. Richard Edwards, ancien magnate de la technologie, arrosant publiquement une femme de vin lors d'un gala. Pas n'importe quelle femme, la première dame des États-Unis. Les commentateurs ont décortiqué chaque image, ses paroles pâteuses, l'arrogance de sa posture, la retenue calme du président aux côtés de Ruth. Le hashtag « 20 » sur la première dame a été tendance pendant des heures, suivi d'un autre hashtag « Il ne connaissait pas ». Le public était furieux. Ce qui avait été un faux pas de la haute société a déclenché un débat national sur le classisme, le sentiment d'avoir droit à quelque chose et l'humiliation genrée. Caroline Bennett, déjà au bord de la popularité, s'est retrouvée entraînée dans la tourmente. Des extraits de ses précédents ricanements, de son passé de manipulation des entreprises et de ses années à flatter l'ego de Richard ont fait surface. En quelques heures, les marques de luxe ont mis fin à ces partenariats. Les marques de mode ont publié des communiqués discrets. Son agence de relations publiques a résilié leur contrat. Les invitations, autrefois livrées dans des enveloppes dorées, ont cessé d'arriver. Mais le pire était le silence. Aucun influenceur ne prit sa défense. Aucun dirigeant ne la soutint. Elle s'était liée à l'ascension de Richard, et maintenant elle était enchaînée à sa chute. Son vernis brillant se fissura, remplacé par une froide esquive. Depuis le balcon de sa maison semi-souterraine, elle observait les drones d'information planer à proximité, capturant les ruines d'une femme qui se croyait autrefois intouchable. De retour au conseil d'administration d'Edwards Tech, les conséquences furent rapides et implacables. Les investisseurs se retirèrent. Les actionnaires se réunirent en urgence. En moins de 48 heures, Richard a été démis de ses fonctions au sein de l'entreprise qu'il dirigeait. Le conseil d'administration a dénoncé une conduite portant atteinte à la confiance du public. Son poste a été révoqué sous surveillance. La plaque portant son nom fut retirée sans cérémonie. Ce qui stupéfia le plus, ce n'était pas la perte de pouvoir, mais le fait que ses ennemis n'aient même pas eu besoin de lever le petit doigt. Il s'était infligé ce geste lui-même. Seul dans une chambre d'hôtel payée par un compte en baisse, Richard regardait la vidéo encore et encore. L'image fixe du vin éclaboussant les toits hantait chaque diffusion. Il vit le visage de Jonathan, mesuré, posé, digne, et comprit enfin qu'il n'avait pas seulement embarrassé son ex-femme.
Il s'était moqué d'un homme qui tenait le destin du pays entre ses mains. Et pire encore, il avait fait tout cela sous les projecteurs. La nation retenait son souffle tandis que le sceau présidentiel scintillait sur tous les grands écrans de télévision. C'était la première déclaration officielle du président Lucas Jonathan Westwood depuis le scandale, et l'impatience déferlait sur les réseaux sociaux, les rédactions et les foyers. La salle de presse de la Maison-Blanche était silencieuse lorsque Jonathan monta à la tribune. Les appareils photo cliquaient, les flashs clignotaient, mais il se tenait sans note, sans prompteur devant lui. Il portait un costume sombre sans ornement, le seul contraste étant Ruth debout à ses côtés, posée, sereine et radieuse malgré la tempête qu'ils avaient traversée. La tache de vin avait disparu depuis longtemps, mais son souvenir planait dans l'air comme un fantôme. Ce n'était pas un briefing de routine. C'était un bilan. Jonathan prit une inspiration, puis commença. Ce pays a été bâti sur l'idée que la dignité ne se définit pas par la richesse, que le respect n'est pas réservé aux privilégiés et que chaque personne, quel que soit son titre, mérite d'être vue. Sa voix était posée et basse, mais chaque mot avait du poids. Ce qui s'est passé au gala de Crestwood n'était pas seulement une insulte à ma femme. C'était le reflet d'une maladie plus profonde, celle où nous assimilons la gentillesse à la faiblesse, l'humilité à l'infériorité et la richesse à la valeur. Des murmures parcoururent la salle. Il ne nomma pas Richard Edwards. Il n'était pas obligé. Tout le monde le savait. Ma femme, continua-t-il, était autrefois sans abri. Elle travaillait comme serveuse. Elle nettoyait les sols. Elle servait le café avec des mains trahies et un cœur qui croyait encore en la bonté. Et maintenant, elle se tient devant vous comme votre première dame, non pas parce qu'elle a gravi les échelons sociaux, mais parce qu'elle n'a jamais oublié comment se tenir avec grâce. Tandis que la salle éclatait en applaudissements, la caméra s'est lentement tournée vers Ruth. Elle ne souriait pas pour faire joli. Elle hocha simplement la tête, les yeux brillants, la main posée sur le bord du podium. Elle n'était pas une figure de proue. Elle était une déclaration. Les applaudissements redoublèrent lorsque Jonathan se pencha vers le micro. Que ce soit un tournant. Pas seulement pour ceux qui pensent que le statut social est une condition sine qua non, mais pour chaque fille pliant son tablier derrière un comptoir de restaurant, chaque homme faisant la vaisselle en rêvant plus grand. Vous comptez. Et votre histoire n'en est pas moins importante parce qu'elle a commencé modestement. Ce soir-là, les gros titres n'ont pas parlé de scandale. Ils parlaient d'éveil. Et pour la première fois depuis des générations, le pays ne s'est pas contenté de regarder le président. Il a regardé la femme à ses côtés et a entrevu l'avenir. La tempête médiatique qui a suivi le discours national de Jonathan n'a pas faibli. Elle a grondé. Talk shows, tribunes libres, podcasts et réseaux sociaux ont déferlé sur la ville, déclenchant une vague d'admiration, d'analyse et de révélation. Mais au milieu de toutes ces voix, un nom s'est élevé au-dessus du brouhaha avec une révérence inébranlable, celui de Ruth Westwood. Des clips la montrant silencieuse aux côtés du président, majestueuse et inflexible sous la pression, ont été diffusés sur les chaînes. On l'appelait la révolution tranquille, symbole de résilience moderne, de grâce sous le feu des critiques. Les journaux qui célébraient autrefois les épouses de la haute société publiaient désormais des articles sur le passé de Ruth, son séjour au refuge, son travail au café, son mariage simple dans une chapelle en bois. Et le public ne se contentait pas de l'approuver, il l'adorait. Elle était humaine, authentique, et rappelait que la force ne vient pas toujours des podiums ou du pouvoir, mais de la survie et de la dignité. Pendant ce temps, Caroline Bennett étouffait sous un tout autre éclairage. Son univers, méticuleusement bâti sur des accords de marque, un statut social et une perfection recherchée, s'effondrait. Les sponsors qui affichaient autrefois son image ont coupé les ponts du jour au lendemain. Les maisons de couture ont retiré ses campagnes publicitaires. Les invitations à des événements de luxe ont été annulées sans excuse. Elle a tenté de déformer le récit, apparaissant dans une interview en direct pour affirmer n'avoir joué aucun rôle dans l'emportement de Richard. Mais le mal était déjà fait. Les téléspectateurs ont inondé la station de réactions négatives.
des extraits de ses railleries à l'égard de Ruth ont refait surface. Même ses anciens collègues commencèrent à s'exprimer, racontant des histoires de manipulation, de cruauté et de politique clandestine. L'empire qu'elle avait bâti sur les faiblesses des autres brûlait désormais de fond en comble. Désespérée, Caroline reporta sa fureur sur Richard, revenant quelques jours plus tard dans une chambre d'hôtel soigneusement éclairée, la voix brisée par la frustration. « Il m'a entraîné là-dedans, dit-elle. Je lui ai dit de ne pas aller à ce gala. Je lui ai dit de ne pas boire. J'essayais de l'aider. » Richard, lui, était noyé dans le silence. Après avoir été évincé de sa propre entreprise et mis sur liste noire par les investisseurs, il s'est retrouvé seul dans un appartement trop grand et trop calme. Le téléphone a cessé de sonner. Les médias ont refusé ses demandes d'interview. Ses tentatives de reprendre le contrôle en ligne ont été moquées. Des captures d'écran de ses pires citations étaient transformées en mèmes. Chaque fois qu'il ouvrait un onglet, il revoyait le visage calme de Ruth et l'autorité tranquille de Jonathan. Et à chaque fois, il réalisait la même chose, il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait détruit son propre héritage. En privé, Caroline ne répondait plus à ses appels. Et en public, cette honte était devenue l'exemple le plus marquant de la décennie, ce qui arrive quand l'ego se moque de l'intégrité et que l'intégrité triomphe. La conférence de presse fut organisée à la hâte, dans une modeste salle de bal d'hôtel au papier peint décollé et au micro qui grinçait à chaque réglage. Richard se tenait à l'estrade, vêtu d'un costume gris qui n'avait plus la même allure qu'autrefois. Sa cravate était de travers. Son regard, bien que toujours vif, portait l'empreinte de semaines sans repos. La salle était remplie de journalistes, de spectateurs curieux et de quelques caméramens blasés, aucun d'eux n'applaudissant, aucun ne pardonnant. Richard s'éclaircit la gorge et se pencha en avant, une pile de notes à la main qu'il parcourut à peine. « Je suis ici aujourd'hui pour présenter mes excuses », commença-t-il à voix basse, à mon ex-épouse, Ruth Westwood, et au bureau du président. Il marqua une pause, comme s'il attendait une rédemption divine par ces mots. Il n'en fut rien. « J'ai commis une erreur, a-t-il poursuivi, une erreur terrible et humiliante que je regrette profondément. J'ai laissé l'orgueil et l'amertume prendre le dessus. Mon comportement au gala de Crestwood était inexcusable. Les caméras ont cliqué. Les journalistes ont griffonné. Mais l'opinion publique était plus froide que le vent d'hiver. Ces excuses, bien que posées, arrivèrent trop tard, présentées seulement après que les conséquences l'eurent épuisé. Ruth, dit-il, regardant maintenant droit dans l'objectif de l'appareil photo le plus proche, tu as toujours été plus que ce que je méritais. Je le comprends maintenant. Je vois qui tu es devenu. Veuillez accepter mes excuses. Pas pour les caméras, mais du fond du cœur. La salle resta silencieuse. Personne n'applaudit. Le silence était plus fort que toute condamnation. À la résidence présidentielle, Ruth a appris la nouvelle par l'un de ses conseillers. Le clip était diffusé sur sa tablette tandis qu'elle sirotait son thé près de la fenêtre, le visage indéchiffrable. Elle a regardé la déclaration du début à la fin sans sourciller. Une fois la conversation terminée, elle posa la tablette et resta assise en silence un long moment. Plus tard dans la soirée, lors d'une apparition publique prévue pour une collecte de fonds pour un hôpital pour enfants, un journaliste demanda gentiment, « Première dame, avez-vous une réponse aux excuses de Richard Edwards ?» Ruth se retourna avec le même calme qui était devenu sa marque de fabrique. « J'espère qu'il trouvera la paix, » dit-elle doucement. « Mais tourner la page n'est pas une chose que je lui dois. » Et sur ces mots, elle s'avança, saluant les enfants qui attendaient dans le couloir, sans jamais se retourner. La nation prit acte, non pas d'amertume ou de vengeance, mais d'une femme qui avait maîtrisé l'art de s'élever sans marcher sur personne. Ce matin-là, le soleil brillait intensément à l'est du Capitole, où la poussière de chantier collait encore au trottoir et où les échafaudages caressaient les toits. Un bâtiment autrefois abandonné, une ancienne usine de chaussures aux vitres brisées et aux enseignes rouillées, renaissait de ses cendres. Peindant des tons bleus et jaunes éclatants, le nouveau centre communautaire Ruth Westwood ouvrait ses portes à la presse,
aux habitants et aux enfants des écoles locales. Ruth se tenait sur les marches de l'entrée, vêtue d'un tailleur pantalon gris clair et d'une modeste broche sans titre, seulement ornée d'un petit cœur doré. Au centre se trouvait son idée, née non pas d'une obligation politique, mais d'un souvenir personnel. Je voulais construire quelque chose pour la fille que j'étais, a-t-elle déclaré dans son discours d'ouverture, celle qui n'avait ni domicile, ni sécurité, mais beaucoup d'espoir. Derrière elle, des banderoles flottaient. Mais Ruth gardait les yeux fixés sur la foule, son cœur fixé sur les histoires qu'elle véhiculait. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un havre de paix. Un lieu proposant des repas gratuits, des programmes d'alphabétisation, des services de conseil et des lits sécurisés. Chaque recoin était aménagé avec soin. Alors que le ruban était coupé et que les photographes immortalisaient l'instant, Jonathan se tenait discrètement à l'écart, laissant Ruth occuper le devant de la scène. C'était sa vision, après tout. Mais il n'était pas venu les mains vides. Après les visites, après les applaudissements, il la conduisit doucement par la main à travers un couloir qui n'était pas mentionné dans le guide de presse. Ruth haussa un sourcil en franchissant une arche discrète, où la lumière dorée filtrait à travers des vitraux représentant des scènes de croissance, d'arbres, de livres ouverts et de mains tendues avec compassion. Au bout du couloir se dressait une porte en acajou poli ornée d'une inscription argentée gravée, la bibliothèque Ruth Westwood de la Résilience. Ruth halta, la main portée à sa poitrine lorsque Jonathan ouvrit la porte pour révéler des rangées et des rangées de livres, donnés, conservés et catalogués dans tout le pays. Des sièges moelleux bordaient les coins, et au centre se dressait une statue, non pas à l'effigie de Ruth, mais d'une jeune fille sans visage tenant une lanterne. « Je voulais que les gens lisent ton histoire, » dit Jonathan doucement. « Pas seulement ton nom. Votre voyage. » Ruth entra, bouleversée. Les étagères contenaient non seulement des classiques et des romans modernes, mais aussi des journaux de femmes de tout le pays ayant vécu des épreuves et des guérisons. Il y avait une section réservée aux confessions anonymes, une autre aux poèmes des refuges, une autre aux lettres écrites à des inconnus. Ruth resta silencieuse un moment. Elle se contenta d'arpenter les allées, caressant les dos des livres comme s'ils étaient de vieux amis. Finalement, elle se tourna vers Jonathan et murmura, « Tu ne m'as pas seulement vu. Tu t'es souvenu de moi. » Il hocha la tête. Chaque version de toi comptait. Et dans ce silence, entouré de mots, Ruth réalisa que son passé n'était plus une chose à laquelle elle avait survécu, mais une chose dont d'autres pouvaient désormais s'élever. La brise de l'après-midi dansait à travers les cerisiers en fleurs des jardins du Capitole, leurs pétales flottant comme des souvenirs murmurés sur le chemin pavé. Les années avaient passé, mais le lieu restait intact, toujours vibrant, serein. Ruth marchait main dans la main avec sa fille, une petite fille aux yeux brillants, aux boucles comme celles de son père et au regard pensif bien plus âgé que son âge. À côté d'elle, Jonathan marchait d'un pas tranquille, son autre main enroulée autour d'un journal plié. Il avait depuis longtemps quitté ses fonctions, choisissant une vie plus tranquille, consacrée à l'écriture politique et aux programmes humanitaires, mais son héritage, et le sien, restaient profondément gravés au cœur de la nation. En passant devant une fontaine gravée des noms des anciens présidents, les spectateurs souriaient non pas d'admiration, mais d'une chaleureuse familiarité. Cette famille n'était plus un mystère ni un titre de l'actualité. Elles étaient l'histoire. L'histoire humaine, vivante et vivante. Ruth portait un doux manteau beige sur sa robe fleurie, ses pas étaient calmes, ses yeux balayaient le jardin comme quelqu'un enfin apaisé. Les enfants couraient devant, riant parmi les massifs de tulipes, et les couples âgés hochaient respectueusement la tête à son passage. Sa fille, Amelia, posait des questions à chaque pas. Pourquoi cette statue a-t-elle des ailes? Papa et toi avez-vous vraiment planté un arbre ici? Est-il vrai que vous n'avez pas toujours vécu dans une grande maison? Et Ruth répondait avec patience, chaque mot étant empreint d'amour et de vérité. Parce que la statue représente l'espoir. Oui, nous avons planté cet arbre lors du projet de rénovation du jardin. Et non, ma chérie, je dormais sur un matelas dont les ressorts dépassaient, et je rêve encore de ce petit café où ton père m'a apporté du cacao pour la première fois. Amélia ne comprenait pas encore tout à fait,
mais un jour elle le comprendrait. Un jour, elle lirait les articles, regarderait les anciennes émissions et comprendrait tout ce que ses parents avaient enduré pour arriver ici, et à quel point ils s'étaient peu laissés définir par cela. Alors qu'ils atteignaient l'arche de rose qui marquait la sortie du jardin, Jonathan s'arrêta. Son regard rencontra celui de Ruth, et à cet instant, sans qu'il soit besoin de mots, tout ce qu'ils avaient construit se dévoila entre eux. Les épreuves, les trahisons, les tempêtes publiques et les silences privés, tout cela culminant dans cette simple promenade sous le soleil. Ruth se pencha vers lui, sa main libre posée sur sa poitrine, et murmura, « Je t'aurais quand même choisi, plutôt que le pouvoir, plutôt que le nom. » Jonathan sourit en repoussant un pétale de son épaule. « Et j'aurais quand même versé du cacao dans ce bus, juste pour te revoir. » Derrière eux, le jardin était en fleurs. Devant eux, leur fille sautillait sur le chemin. Ils n'étaient plus des survivants. Ils étaient une histoire, un héritage d'amour gravé non pas dans le marbre, mais dans les mémoires, dans des vies touchées, et dans un monde tranquillement amélioré par leur grâce. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.